Autrement, donc bonjour. Merci d'être venu ce début des vacances, contre vents et marées, près du lac. Et donc, je vais vous parler des malentendus du trauma. Alors évidemment, il y en a beaucoup, puisque la psychanalyse est née avec la question du trauma. On a d'abord pu remarquer que ce trauma était posé comme une origine, sans cesse reculé dans l'histoire du sujet, et vous savez que ça allait jusqu'à la naissance. Ce trauma est à la source d'un corps étranger interne dans le sujet. Et il a d'abord été perçu comme quelque chose qui devait être abréagi, et donc être l'objet d'une élaboration psychique que la jeune psychanalyse rendait possible. Il ne faut donc pas confondre ce trauma-là, très classique, et la névrose traumatique. C'est le premier malentendu que nous examinons. Le trauma est d'abord relié essentiellement à un événement interférent de la vie du sujet qui survient de l'extérieur. Mais au fond, ce trauma ne se centre pas seulement sur la réalité. L'intimité ou la qualité de l'événement vécu, mais sur la disposition personnelle du sujet et sa réalité mentale spécifique. Ainsi, dès le départ, il y aura une tension entre le type d'événement censé être causal et le type de sujet, ou bien l'état du sujet qui y fait face. La cause oscille lors de l'événement au sujet, et c'est le premier malentendu entre ces événements, c'est le sujet. L'hypothèse de base a été longtemps que le sujet qui va se trouver affecté par le trauma serait par exemple d'une façon ou d'une autre un sujet exposé, un sujet fragile, dit-on aujourd'hui. C'était le cas par exemple du sujet dont la maturité sexuelle n'est pas achevée, l'enfant. C'est le défaut de maturité sexuelle de l'enfant, réduit ou abusé par un adulte, qui constitue le terrain où vont s'inscrire les conséquences du trauma. De même, la défense du sujet contre le trauma, la défense au sens psychanalytique, censée alimenter le symptôme, sera très variable selon les individus. Et c'est souvent la défense du sujet qui est posée en psychanalyse comme pathologique, et non le trauma en lui-même. Cette défense pathologique est supposée se construire en deux temps. Alors ça, c'est, disons, le b.a.-ba de la théorie du trauma en psychanalyse. Par exemple, si on prend une agression sexuelle subie dans l'enfance, elle se produit parfois sans qu'il y ait une réponse particulière de l'enfant, du fait de l'absence de l'excitation sexuelle due au défaut de maturité. C'est-à-dire que l'enfant, dans cette vision, ne saurait pas tout à fait ce qui arrive. La rencontre dans un deuxième temps de cette excitation sexuelle à l'adolescence va venir réveiller le souvenir du trauma au temps 1 et même construire le temps 1 du trauma dans un effet d'après-coup. Cette notion d'après-coup est cruciale. Alors vous savez sans doute, puisque je vous vois tous avec des visages assez familiers, qu'elle est due à Jacques Lacan, cette notion d'après-coup, qui la met en valeur le premier dans le cas de l'homologue au début de son enseignement. Avant lui, personne n'avait remarqué ce terme. Le débat à partir de là va se manifester entre ceux qui vont insister sur l'importance de l'événement, ce qu'on appelle le temps 1, et ceux qui, au contraire, vont accentuer le rôle de la subjectivation, de la reprise de l'événement en temps 2. C'est le second malentendu. Il est tentant, en effet, de voir dans le temps 1, dans l'événement brut, justement un événement brut.
2, sa symbolisation, sa subjectivation. Or, si l'on suit Freud, on s'aperçoit que le temps 2 comporte bien sûr sa part de réel. Cette part réelle est par exemple ce qui est en jeu dans la sexualité, c'est-à-dire la jouissance sexuelle qui advient pour le sujet. Cet autre réel au temps 2 est ce qui vient réveiller le réel du temps 1. Donc si vous n'aviez qu'une seule chose à retenir aujourd'hui, c'est retenir que l'après-coup se joue donc du réel vers le réel. Mais ce réel n'est jamais brut, ni le réel de l'événement, ni celui de la sexualité. Ils ne vont pas sans une articulation à des traces, des souvenirs et des symboles. Ils ne sont pas sans lien avec des signifiants. La clinique de la névrose traumatique, donc on ne parle plus du trauma, mais de la névrose traumatique, en atteste. Cette névrose se distingue du trauma classique par le fait de se produire à la suite d'un choc violent qui déclenche un ébranlement psychique chez un sujet plongé dans l'effroi. Tous les termes là sont définitionnels. Il faudrait les reprendre un par un, nous n'en avons pas le temps, mais je pense que ça vous est familier. Freud remarque en 1938 que dans ce cas, dans le cas de la névrose traumatique, on ne retrouve pas la racine infantile, même si le lien à la dimension sexuelle reste présent avec la théorie du narcissisme. Et donc nous allons voir comment Freud maintient dans les névroses traumatiques la dimension sexuelle. Il existe souvent dans ces névroses un temps de latence qui est à mettre en relation avec la question de l'après-coup. Temps de latence qui peut être interrompu par la survenue d'une rencontre avec le réel, même minime, venant réveiller le trauma oublié. Et vous savez que la dimension de ce temps de latence est extraordinairement bizarre, puisqu'il y a des sujets qui déclenchent une névrose traumatique 20, 30, 40, 50 ans après l'événement vécu. Et ça a toujours évidemment beaucoup surpris tout le monde. On peut remarquer que les théories anglo-saxonnes, donc ça c'est le deuxième malentendu, ce qu'on a coutume d'appeler le PTSD, Post-Traumatic Stress Disorders, eh bien, vont accentuer d'une façon radicale l'importance du temps 1 du trauma, c'est-à-dire de l'événement vécu, pour essayer d'ailleurs de le définir. Et pour essayer aussi de faire du trauma un phénomène purement somatique ou psychosomatique, en mettant en doute la valeur du temps 2, soit à la fois celui de la subjectivation et aussi celui du lien à la jouissance sexuelle. C'est donc là le malentendu contemporain entre les tenants du PTSD et ce que nous pensons, nous. Au contraire, les théories sociologiques et politiques vont accentuer la force du temps 2, c'est-à-dire de la subjectivation. Tout va être une question de construction subjective et de construction sociale. Ces théories accentuent donc l'historisation et aussi ce qui est crucial, la transmission du trauma, même au-delà du cercle restreint de ceux qui l'ont vécu, de la famille ou de la communauté, voire la question épineuse de la transmission du trauma dans les générations. Pour la névrose traumatique, ce qui fait preuve du trauma, en effet, c'est à la fois le retour répétitif de l'expérience, à travers des cauchemars ou des symptômes, les crises d'angoisse par exemple, mais aussi au-delà, un caractère très particulier de l'expérience de la névrose traumatique, c'est le côté où elle touche au réel. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans ces cauchemars, dans ces crises, dans ces vécus subjectifs, un impossible à symboliser, quelque chose qui marque au coin du réel l'expérience du trauma, et donc un réel qui se répète, ce qui est contradictoire. Ce retour du même
presque au-delà de la répétition, souvent inaltérée, ça fera beaucoup que les cauchemars soient absolument les mêmes, par exemple, ou que les crises d'angoisse soient extrêmement identiques, a un rapport complexe avec la répétition freudienne. Je ne me pencherai pas sur cette question, ça mériterait sans doute une autre conférence, mais je pense que pendant les journées d'automne, vous serez parfaitement éclairé sur cette difficile question. La notion de trauma, au sens cette fois classique, est à la base de la théorie des névroses. Revenons dessus. Freud a découvert que les hystériques souffrent de réminiscence d'un trauma. L'excitation sexuelle au second temps participe au trauma sans être en elle-même traumatique. Là aussi, il y a un malentendu. Ne confondons pas le rôle de l'excitation sexuelle au temps 2 avec le trauma lui-même. Mais la question se pose de comment s'opère la conjonction d'un facteur externe dans le trauma et d'un facteur interne qui est la question de la sexualité, de sa subjectivation. Le trauma externe se noue, si vous voulez, l'événement vécu, c'est ce que j'appellerais le trauma externe, se noue immanquablement à un fantasme censé réguler et alimenter l'excitation sexuelle du sujet. À la limite, l'événement qui vient du dehors et ce qui vient du dedans, le fantasme, deviennent inséparables, sinon indistinguables. Et c'est là une source d'un nouveau malentendu. En particulier un malentendu sur la réalité de l'événement. Et vous savez que c'est tout le débat de Freud sur l'étiologie des névroses qui l'amène à accentuer plutôt la causalité du fantasme que la causalité du trauma. Mais ce qu'on oublie, et ça c'est encore un malentendu, c'est que Freud n'a jamais effacé le réel traumatique. Il n'a jamais dit que le fantasme se substituait au trauma. Il a dit que la façon dont les choses s'opéraient, c'est que certes le fantasme était causal du symptôme, mais que derrière le fantasme, eh bien, on avait toujours la présence du réel du trauma. C'est là, dans ce nœud du trauma et du fantasme, que se joue toute la dimension de ce que Freud appelle la réalité psychique. Alors évidemment, il s'oppose à la réalité matérielle ou historique, mais pas complètement non plus, ce que nous allons voir. Cet accent porté sur le fantasme peut mettre en doute, comme nous l'avons vu, la réalité de l'événement traumatique. A contrario, par contre, elle authentifie plus facilement le trauma en l'universalisant. Si vous voulez, la porte du fantasme fait que le trauma va suruniversaliser tous les traumas. Et du fait que la sexualité aussi est assez universelle, toute sexualité va être perçue comme traumatique. Dans tous les cas, la position de Freud ne nécessite, comme vous le voyez, aucune matérialisation physique du trauma, ni même un quelconque support organique. Ce qui ne veut pas dire que ça ne nécessite pas un corps. Alors nous allons y revenir. Parce que pour Freud, la trace est historique. Le fantasme de séduction peut lui-même faire partie de la façon dont le sujet se défend contre le souvenir de sa rencontre du sexuel. De fait, l'excitation sexuelle se présente jamais comme il faudrait. Vous retenez déjà ça. En particulier dans la névrose, elle est toujours à contre-temps. Elle est toujours trop tôt dans l'hystérie, trop tard dans l'obsession, évitée dans la phobie. Enfin, elle n'est jamais là où il faudrait qu'elle soit. Et en particulier, jamais au bon moment. Ce décalage temporel est un décalage, et l'index du décalage entre le sexuel, qui a un pied dans le réel, et les symboles qui le représentent, c'est-à-dire tout ce qui est discours, symbolisation, lien social. La force du trauma est donc branchée sur une certaine fragilité sexuelle des êtres humains, qui se manifeste par la forme de leur fantasme.
Puisqu'au fond, les fantasmes des êtres humains sont l'essentiel de leur sexualité, et on pourrait dire qu'ils viennent à la place d'une sexualité qui serait à la bonne place. D'ailleurs, c'est pour ça que ces fantasmes sont pervers, et qu'au fond, on a souvent attribué à ce trait de perversion du fantasme la cause à la fois du refoulement et du trauma lui-même. C'est en tant que cette sexualité est perverse qu'elle est traumatique. Ce qu'il faut retenir à partir de là, c'est que l'événement traumatique n'est que déclenchant, mais c'est la sexualité elle-même qui apparaît traumatique dans la perspective freudienne. Ou plutôt, le trauma apparaît comme un ouvrage de deux réels, l'événement traumatique d'un côté et de l'autre, l'incidence de la sexualité dans le fantasme. Vous voyez que le malentendu devient un peu plus épais. Ce qui va permettre à Freud de revenir sur cette théorie, dans un second temps, est un double changement, historique et personnel. D'abord, c'est aussi un changement clinique. D'abord, la réalité clinique des névroses traumatiques issues de la Première Guerre mondiale, avec son cortège de névroses traumatiques et de morts. Ensuite, ça se croise, si vous voulez, avec la modification chez Freud de sa théorie de la libido, issue de la clinique des psychoses, qui l'amène à élaborer la question du narcissisme et l'existence d'un dualisme pulsionnel, pulsion de vie, pulsion de mort. Il faut toujours concevoir la sexualité freudienne à l'intérieur de ce nouveau dualisme pulsionnel. La libido freudienne peut s'orienter, en effet, soit sur un objet extérieur, soit sur le moi. Dans le cas où le moi prend la place de l'objet sexuel, on est dans une configuration où prévaut le narcissisme. Ce qui est le cas dans la psychose, et nous allons voir en quoi cette nouvelle donne vient modifier profondément la question du trauma en apportant une réponse à la question sans réponse de y a-t-il une causalité sexuelle dans les névroses traumatiques? Vous ne voyez pas bien comment, puisqu'au fond ça n'était pas un trauma sexuel, un obus explose, on peut toujours dire oui, évidemment ça ébranle le corps, donc ça évoque d'autres ébranlements, enfin c'est tiré par les cheveux. Pour le public, eh bien pour Freud, la question va trouver sa réponse dans le fait que la libido qui est en jeu dans les névroses traumatiques est la libido narcissique, celle qui a pour objet le moi. Et au fond, le trauma externe va déclencher, si l'on peut dire, un effet au niveau de cette libido narcissique. Les névroses de guerre vont ainsi pouvoir se différencier très clairement des névroses de transfert à partir du mode de la libido. Libido objectale tournée vers l'extérieur dans les névroses de transfert, les stériles obsessions, et libido narcissique tournée vers le moi dans les névroses traumatiques et les névroses de guerre. Ce qui va les rapprocher des psychoses et ce qui va les rapprocher aussi de ce que Freud appelait les névroses narcissiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les troubles de l'humeur. Dans la névrose, le conflit se situe entre la pulsion sexuelle et le moi. Mais dans le cas des névroses de guerre, Freud introduit une différence. Le conflit saillant se situe entre deux tendances du moi que Freud situe en reprenant les travaux d'Abraham, Karl Abraham, comme le moi guerrier et l'ancien moi du sujet qui est pacifique. C'est-à-dire que dans la névrose traumatique, la guerre est interne. Retenez ça. Le conflit est donc interne au moi, mais il reste un conflit du moi devant la pulsion. Simplement, la pulsion est devenue pulsion de mort, où la tendance qui saisit le moi, c'est la tendance suicide, l'autodestruction. Puisqu'au fond, la séduction qu'opère la guerre, c'est de vous persuader qu'après tout, le suicide, c'est une jouissance comme une autre. Le sujet de la névrose de guerre ne va pas éviter la guerre en fuyant la maladie. Ce qu'on dénonçait, si vous voulez, c'était le type qui faisait semblant d'être malade pour ne pas aller au front, mais bien en fuyant sa propre division, sa propre auto-agression.
il se méfie de lui-même. Il se défend du nouveau moi, mettant en péril sa vie, dira Freud. Ce qui fait que les névroses de guerre vont faire résonner chez le sujet la tendance suicide. Et bien plus tard, des gens comme Fénichel, par exemple, pourront remarquer qu'il existe des traumatophiles. Il y a des gens qui remarquent, évidemment, il ne faut pas leur dire rechercher les traumas, mais on remarque qu'ils passent leur vie à avoir des accidents, à rentrer dans les murs, et etc., etc. Et au fond, c'est une façon de traiter une certaine tendance suicide. Tendance suicide que Lacan va très tôt poser comme essentielle dans la pathologie. Et cette tendance va apparaître en particulier dans la névrose automatique sous la forme de ce que les psychiatres de guerre appellent le suicide ordalique, dans lequel, après un trauma, dans une névrose traumatique, le sujet va rechercher des situations où il va se mettre dans un grand danger, à son insu, de façon répétitive. Et j'ai eu l'exemple, je ne sais pas si le temps passe, mais j'ai eu l'exemple, je n'ai pas voulu parler beaucoup de cliniques, d'ailleurs j'ai très bien fait, puisqu'on m'a prévenu qu'il y aurait un petit film qui serait sur YouTube et tout ça. Il est bien évident que je ne vais pas raconter la vie des gens sur YouTube, mais des gens m'ont évoqué, par exemple, des gens qui ont traversé ce qui a pu être les guerres en Afrique dans les années 80, le fait comme ça de l'existence après coup, une fois qu'on en est sorti, où la menace était permanente et où les gens prenaient tous les risques pour ne pas mourir. Et au bout d'un moment, ils avaient un doute en se disant, est-ce qu'en traversant les feux rouges à 80, pour ne surtout pas s'arrêter, parce que si on s'arrête, on ne sait pas ce qui va arriver, est-ce que c'est vraiment moins dangereux que de s'arrêter? Et voilà, des gens qui ont vécu des expériences limites dans des époques limites. Alors, et ça on le retrouve dans des témoignages dont je peux faire état parce que c'est des témoignages de soldats. Par exemple, vous avez quelqu'un dont je vous conseille la lecture, c'est Kent Anderson, qui est un militaire des forces spéciales américaines et qui a écrit un livre formidable qui s'appelle Sympathy for the Devil, qui est un excellent morceau de Rolling Stone. Et il décrit très bien comment, durant la guerre du Vietnam, lui qui était un jeune intellectuel, étudiant raisonnable, se retrouve, pas tout à fait par hasard, à prendre tous les risques et devenir lui-même une terrible machine à tuer. Et il décrit très bien d'ailleurs comment il devient une machine à tuer, même dans la vie civile. À ce niveau, face au réel, en effet, de ce qu'il rencontre au Vietnam, il n'y a pas de préparation possible. Et je vous cite une petite paragraphe, enfin une petite phrase, si vous voulez bien, de Kent Anderson, qui vous mettra dans l'ambiance. Donc il parle de ce qu'il a vécu là-bas. C'est comme quand tu te retrouves au beau milieu d'une embuscade, en pleine zone meurtrière, juste avant qu'il commence à te tirer dessus. Pendant un quart de seconde, tu sais ce qui va se passer, comme si ta vie venait tout juste de commencer à l'instant même, et que ça allait encore remettre ça encore et encore. Des fois, j'ai l'impression que c'est encore en train d'arriver, que ça n'a jamais cessé, et que quand je m'endors, je vais me retrouver là-bas. C'est tout à fait ce qui se passe. Et au fond, là, il y a un instant éternel. C'est-à-dire, ce qui est arrivé une fois se répète, et le sujet n'en sort pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il rempile, ayant échappé à tous les risques, au moment où on lui dit, bon, ben, vous pouvez rentrer chez vous, vraiment, vous avez été formidable, il rentre chez lui un mois, et puis il se engage. C'est la même chose dans Laurence d'Arabie, qui raconte ça très bien. On remarque que l'expérience du trauma et sa répétition se trouvent hors du temps. L'auteur souligne que le fait que dans la guerre, par contre, il existe un sujet qui veut vous tuer, n'est pas pour rien dans le traumatisme. Et là, on retrouve ce que disait Freud. C'est en cela que le traumatisme de guerre n'est pas tout à fait la même chose que la catastrophe. Parce que dans la catastrophe, a priori, sauf si c'est un attentat, personne ne voulait vous tuer. S'il y a un tsunami, par exemple, vous n'avez pas l'idée que quelqu'un ait déclenché ça. Par contre, il y a une particularité au trauma, où le trauma fait partie du trauma, le fait, on a voulu me tuer.
et il y a quelqu'un qui veut me tuer, et c'est encore pire quand il y a toujours quelqu'un qui veut me tuer. Et ça, vous l'avez de façon sensible, par exemple, dans le feuilleton que vous avez tous dû voir à la télévision, qui s'appelle La Toufine. Non, La Toufine. Oh. Oui. Non, mais moi je préfère La Toufine qu'Homme Blanc, c'est une question de religion. Donc, voilà. Et Homme Blanc étant américaine, et bon, alors, on aurait pu faire tout un. Voilà. Ne je dirais pas ça, puisque je ne dirai pas du mal non plus, mais voilà, je préfère. Alors, c'est là une différence évidemment avec le temps de paix. La question de savoir qui veut tuer qui. Et donc, Abraham et Ferenczi, avant Freud, mais Freud l'a repris, souligne que c'est le sujet qui veut se tuer lui-même. Et Ferenczi remarquait l'illusion narcissique de l'invulnérabilité et de l'immortalité du soldat. Et c'est une institution, enfin une illusion qui est en partie une construction sociale. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est fabriqué dans l'armée, par exemple, et fabriqué dans la guerre. Mais la guerre, retenons ça, est un grand révélateur de la pulsion du mort. Par contre, il est évident que le repli narcissique de la libido sur le moi peut très bien être facilité par un excès d'excitation, employons ce terme un peu baroque, dû au trauma lui-même sur le corps, surtout si cet excès survient par surprise dans ce que Freud appelle la configuration de l'effroi. Le trauma, le réel, le choc n'aurait de conséquences sur le sujet que par le biais de la surprise, c'est-à-dire du défaut de préparation du sujet. Et vous savez que ça aboutit au fait que dans l'armée moderne, on prépare beaucoup le sujet au trauma. Ce qui permet pour Freud la préparation, évitant le trauma, peut-être l'angoisse. Alors ça, on voit que l'angoisse, c'est pas pareil que de préparer les gens en leur racontant des histoires. Et c'est quand cette préparation est absente, faute de temps, il faut du temps d'angoisse, quand il y a donc effroi, que le trauma est plus fort. Et on pourrait concevoir en termes lacaniens que cette absence de préparation par l'angoisse n'est pas sans lien avec le fait que l'angoisse, comme le dit Lacan, n'est pas sans objet. Elle a pour objet l'objet petit a. Et que l'absence de la fonction de l'objet a, dans certaines positions subjectives, voire dans certaines conditions de vie, comme de l'objet a comme condensateur de jouissance, eh bien, expose le sujet à l'effroi et donc au trauma. En réalité, le point commun entre la menace de la pulsion de la névrose et la menace extérieure dans le trauma externe, c'est le réel. Puisque dans les deux cas, il y a du réel dans la pulsion sexuelle pour les névrosés, c'est-à-dire de l'insymbolisable, et il y a du réel dans le trauma pour la névrose traumatique. L'effet du trauma externe sur le corps et celui de la pulsion trouvent un point commun dans le fait que l'on n'est jamais assez préparé contre le réel. Et il n'y a jamais assez d'angoisse pour tamponner vraiment tout le réel. Alors après, ça pose la question de est-il bon d'arracher au sujet son angoisse, puisque ça lui permet d'éviter l'effroi. C'est pour ça que souvent les soldats disent c'est normal d'avoir peur. Et Kent Anderson disait que quand l'un d'entre eux commençait à ne plus avoir peur, on considérait qu'il était plus en danger que les autres. Simplement, la préparation, l'élaboration symbolique, voire la mise en sens, n'est à chaque fois pas possible pour le sujet. De la même façon, le fameux traumatisme de la naissance n'est qu'un afflux d'excitation qui prend le sujet forcément par surprise. C'est la première surprise. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le choc de la réalité n'est que le signal du réveil, du réel, comme l'impossible à supporter. C'est le mot de Lacan, c'est-à-dire le réel, ça ne se supporte pas. Et donc, ça a toujours un côté traumatique. Il y a du réel dans le trauma de la vie vécue elle-même, qui vient réveiller un autre réel plus vaste en quelque sorte, qui trouve à se manifester dans la contingence de l'événement. Et Freud nous dit, ce qu'il y a de plus réel, c'est le sexuel.
Lacan pourra montrer que ce qui fait le réel du sexuel, c'est qu'il n'y a pas de rapport sexuel. C'est-à-dire que c'est entendre au sens fort. Non pas tant que, bon, il y a un point dont on ne peut pas parler, il y a un grand mystère. C'est pas ça. C'est que le sexuel défait la possibilité du rapport entre les sexes, bien sûr, ça on le sait, mais aussi, à partir de là, comme l'a montré Jacques-Alain Miller, entre toutes choses. C'est-à-dire le rapport que ça suppose, c'est un non-rapport. Un non-rapport entre les mots, on ne comprend plus, un non-rapport entre le signifiant et le signifié, un non-rapport entre les sujets. Donc on voit qu'à partir du sexuel, ce qu'on a appelé l'ordre symbolique se défait. À ce niveau, le vécu du sujet face au réel du trauma n'est pas très éloigné de ce phénomène. Certains psychiatres militaires, comme Le Bigot, je vous conseille la lecture de son petit ouvrage, c'est pas cher, et puis en plus, c'est censé préparer les masses aux grandes catastrophes, donc ça s'appelle le traumatisme psychique, et c'est quelqu'un qui a été formé dans l'orientation légalienne, que j'ai rencontré il y a bien longtemps. Le Bigot dit que le sujet, dans le trauma, rejoint une situation originelle proche de sa naissance. Mais il ne s'agit pas de la naissance au sens biologique. Il s'agit de ce que Freud appelle Lieblosigkeit, c'est-à-dire la détresse sans recours, c'est-à-dire le défaut de l'autre qui serait une aide. Et c'est ça à quoi on est confronté, c'est-à-dire qu'au niveau du trauma, l'autre, et l'autre symbolique, qui peut vous aider par des bonnes paroles, par des symboles, enfin, en expliquant tout ça, c'est pas forcément autrement qu'il est un autre, et bien là, il n'existe pas. Il n'y en a pas. Alors qu'est-ce qui va prendre le relais? Ce qui va prendre le relais, c'est le surmoi. Il prend le relais de cette détresse du sujet pour représenter à l'intérieur du sujet une menace nouvelle qui peut être aussi mortelle que le trauma lui-même. Et on ne connaît que trop le surmoi qui se développe dans les sujets, chez les sujets victimes de trauma. Lacan, voilà le fondement de l'expérience traumatique dans son séminaire L'éthique. Il dit au fond, ce qui est traumatique, dans un sortant d'eux bien sûr, c'est évidemment quelque chose du commandement de la mort, ce qu'évoquait Freud avec la menace que exerce le moi sur le moi, qui vient du surmoi. Donc, on verra que chez les sujets porteurs de névrose traumatique, on peut voir toutes les formes et les paradoxes du surmoi, à la fois quelque chose qui pousse à la jouissance, quelque chose qui interdit toute sexualité. Par exemple, on a remarqué que les soldats qui revenaient du front 14, on n'a pas fait beaucoup état de ça, mais 80% n'avaient plus possibilité d'activité sexuelle. Enfin, il y a tout un tas de phénomènes qui relèvent du surmoi. Donc le sujet ne va pas forcément vers son bien. Et le dernier Freud n'aura de cesse de fonder ce malheur humain dans une histoire plus vaste que celle du sujet, c'est-à-dire dans l'histoire humaine en général. Et alors là, on rentre dans un problème plus complexe et plus politique. C'est ce qu'articule chez Freud le mythe de totem et tabou. Vous savez, c'est le mythe de la horde originelle, du père mort, qui ressemble à un délire, il faut bien le dire. Je ne vais pas dire ça, en fait, qui est très bizarre à lire maintenant. Et surtout quelque chose qui est plus négligé, mais qui est son testament, si on peut dire, à Freud, qui est Moïse et le monothéisme. Eh bien, ces deux travaux articulent quelque chose où le meurtre est à l'origine de l'histoire, voire de l'espèce humaine. Et au-delà de tout événement traumatique a pour événement originel ce meurtre du père qui vaut que par des traces effacées et non par un souvenir, qui est construit. Ceci fait du meurtre du père mythique le trauma primordial pour l'humanité. Il faut comprendre ça chez Freud,
C'est-à-dire que sa théorie du trauma n'est pas qu'une petite affaire individuelle. Celui de Moïse est le trauma originel, non pas pour toute l'humanité, bien que toute l'humanité, ou une grande partie de l'humanité, s'oriente à partir du livre, mais qui est le trauma originel du monothéisme et du peuple juif. On voit aussitôt la tension qui existe à l'intérieur du trauma. À la fois, il est ce qu'il y a de plus primordial. Il existe avant toute symbolisation indicible, et à la fois, il est événement hautement symbolique, origine et histoire. On peut dire que pour Freud, le trauma est un nom de la limite de l'histoire. Et on peut dire aussi que la conséquence immédiate de cela, le signe même de la présence du trauma, sera la répétition. Or, cette répétition n'est pas le retour du même uniquement, mais bien la marque même qu'il y a des signifiants qui reviennent en dépit de toute régularisation, ce qu'on appelle le principe de plaisir. Chaque retour est inédit, nouveau, et chacun constitue une jouissance autre, une jouissance qui procède en effet de quelque chose de l'ordre de la tendance, de la pulsion de mort. Les névroses traumatiques nous fournissent donc une version très pure de ce dont il s'agit au niveau de la jouissance dans la compulsion de répétition. Lacan a montré que le trauma est le signe même de la rencontre avec le réel. Mais en tant que cette rencontre est manquée, ce que montre la répétition. Dans le même temps, il nous indique que nous n'avons pas un accès direct au trauma et au réel. Ce que nous désignons comme trauma est toujours déjà un écran infiltré de fantasmes. C'est pour ça d'ailleurs que les gens font des rêves, puisqu'au fond, le réel n'a pas de représentation. Donc chaque fois qu'on parle de trauma, on parle de quelque chose qui est marqué de fantasmes, donc où il y a un effet d'écran. Ceci explique aussi pourquoi, pour Lacan, la rencontre avec la sexualité, telle qu'elle se présente dans la scène primitive, peut être traumatique. Ça aussi, ça fait partie des mystères dans la psychanalyse et des malentendus, pourquoi la scène primitive est traumatique. Lacan décrit cette scène comme la rencontre d'un signifiant traumatique qui apparaît comme un non-sens, quelque chose qui ne se rattache pas à l'expérience du sujet. Et donc c'est pour ça que, à la fois, on peut parler du trauma en termes de réel, mais que pendant très longtemps, Lacan a dit ce qui est traumatique, c'est insignifiant. Et en particulier, dans la scène primitive, ce qu'il découvre chez Romulou, par exemple, ce qui est traumatique, c'est le phallus, qui à un moment donné incarne mieux ce que veut dire le sens sexuel. En tant qu'il est aussi bien la limite de ce sens sexuel. C'est-à-dire quelque chose qui chute, quelque chose qui n'accomplit pas ce qu'il est censé accomplir, c'est-à-dire une symbolisation de la jouissance sexuelle. Mais au fond, ce phallus, vous le savez ou vous ne le savez pas, est aussi rassurant, car il donne une raison au désir, et surtout, il réduit le trauma à quelque chose d'assez sympathique. C'est le petit traumatisme de la castration. Mais retenons, qu'est-ce que veut dire le petit traumatisme de la castration? C'est que ça ne va pas bien, ça ne s'accorde pas très bien entre le corps et la jouissance sexuelle. Cette disjonction du corps et de la jouissance montre une autre disjonction importante chez Lacan, c'est celle de l'autre de la jouissance. Lacan, dans un premier temps, a posé l'hypothèse rassurante que l'autre était un terrain nettoyé de la jouissance. Le symbolique, c'est formidable, ça ne jouit pas. Et très rapidement, évidemment, il a abandonné cette théorie un peu sublime du symbole, car il y a des traces qui restent de jouissance. Le nettoyage n'est pas complet. Il y a des restes plus ou moins séparés de l'autre. Le phallus en est un mélange de symboles et de jouissance sexuelle, qui fait de la castration maternelle le trauma du névrosé. Mais les objets qui se présentifient pour le sujet, et qui présentifient la jouissance du corps hors corps, qui ne sont pas tout à fait du corps, si vous voulez, le regard, la
voient l'objet oral seront, à chaque fois qu'ils seront rencontrés dans leur nudité, hors du fantasme, des objets traumatiques. Et au fond, la théorie de la fin de la cure de Lacan, c'est que ça finit un peu sur un certain trauma, si on peut dire, c'est-à-dire que vous rencontrez ces objets-là, mais vous ne les rencontrez plus dans l'imaginaire du fantasme. Vous les rencontrez comme on rencontre un événement traumatique, c'est-à-dire dans leur réalité, on pourrait dire, désignificantisée. Plus Lacan avance, plus il se rapproche de sa théorie centrale du séminaire 20, qu'on peut résumer, ça ne se fait pas de résumer ça comme ça, mais enfin, l'autre c'est le corps. Entendez-le comme ce qui fait que l'autre est une altérité sans au-delà, et c'est le corps qui la présentifie. C'est-à-dire qu'on est passé de l'autre symbolique à l'autre, c'est le corps. Lacan avait déjà rapproché, paradoxalement d'ailleurs, le trauma, et c'est sa différence avec Freud, plutôt de la vie que de la mort. Ça, c'est très lacanien. Lacan dit dans un de ses séminaires, au séminaire 5, le trauma de la scène primitive, qu'est-ce donc? Si ce n'est cette vie qui se saisit dans une horrible aperception d'elle-même, dans son étrangeté totale, dans sa brutalité opaque, comme pur signifiant une existence intolérable pour la vie elle-même, dès qu'elle s'en écarte pour voir le traumatisme et la scène primitive. Une phrase que je trouve fantastique, on aurait pu passer la matinée dessus, mais au fond vous voyez que, beaucoup de gens d'ailleurs le diront, même dans la névrose traumatique, ça explique pourquoi par exemple le fait d'être vivant, de s'en sortir en étant vivant, est traumatique. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est cette vie qui ne se justifie plus et qui est de la pure vie. Et des fois avec ce sentiment que la présence du corps est quelque chose d'étrange. C'est un corps, ce corps de la pure vie, qui n'est plus possible, qui n'est plus vraiment possible de distinguer de sa jouissance, la jouissance de la vie, et qui n'est pas appareillé, si vous voulez, par ces instruments de la jouissance que sont les objets ptita, le phallus, tout ça. Eh bien, c'est ce qu'on retrouve d'une certaine façon dans la scène primitive. Alors au passage, je ne peux pas obliger de dire que la scène primitive, c'est quand même les parents. Et qu'évidemment, une façon dont le trauma va s'incarner, c'est les fameux parents traumatiques. Alors comme je passe sur Internet, je ne vais pas parler des parents traumatiques trop, parce que vous savez, ce n'est pas toujours très bien vu, mais les parents traumatiques sont des parents fantasmatiques. Exemple, quand les gens sont adolescents, ça les sidère toujours d'apercevoir que leurs parents idéaux, à un certain âge, eux-mêmes, en étant envahis par la sexualité, s'aperçoivent que leurs parents sont aussi envahis par la sexualité. Et ça, c'est absolument écœurant, c'est absolument traumatique. C'est-à-dire de voir comment ils jouissent, ils mangent, ils boivent, en fait, c'est horrible. Anna Freud a très bien décrit tout ça. De même, ce qui surgit souvent dans le trauma, c'est le caractère à la fois brut et autre de la présence de la jouissance du corps, du sujet ou de l'autre. Évidemment, à partir de cette question du corps, on va voir que les doctrines se divisent. J'ai déjà fait allusion avec ça, on va y revenir. Pour en faire la source de toutes les confusions et de tous les malentendus. De quel corps parle-t-on dans le trauma? La première confusion, c'est de confondre le sujet et son corps comme organisme, le corps médical si vous voulez. On peut confondre dans les névroses traumatiques le trauma et les effets corporels des situations traumatiques. Alors, au XIXe siècle, on se disait, et on se dit encore, d'ailleurs, il y avait le minimum brain damage, enfin, ça vous avez fait quelque chose au cerveau. Probablement que ça fait quelque chose au cerveau, c'est sûr. Mais, après ça, on a employé un mot magique qui est celui du stress. Le stress, comme le souligne Croc, donc c'est l'autre, il y a le bigot, puis l'autre c'est Croc, des traumatismes psychiques, psychiques, est une réaction physique immédiate et biologique et psychologique d'alarme et de défense de l'individu face à une agression ou une menace. Ça c'est une définition typiquement militaire, c'est-à-dire claire, nette, précise. Et ça c'est le stress normal.
S'il se prolonge, il peut devenir pathologique, vous le savez. Ce stress, par un coup de force étonnant, est ce qui s'est totalement substitué à la notion de névrose traumatique pour devenir, après les années 80, et grâce à la guerre du Vietnam, on pourrait dire le PTSD, c'est-à-dire quelque chose dont Kroc souligne le caractère essentiel, c'est un phénomène désubjectivé. C'est-à-dire le sujet n'y est pas concerné, et la sexualité non plus. C'est un pur effet somatique. Et donc ça va permettre une généralisation extrême du trauma, puisque tout stress est trauma. Par exemple, tout stress au travail est trauma. Et évidemment, ça va petit à petit être une des composantes de la société contemporaine où nous sommes tous traumatisés et victimes. Mais le stress a pour destin dans la physiologie de s'atténuer. Et évidemment, c'est contradictoire parce que le trauma, lui, ne disparaît pas. C'est un caractère essentiel du trauma de résister au temps. Et Kroc a fait valoir que le trauma n'est pas simplement lorsqu'il fait un trou, un défaut dans le sens ou le tissu de l'existence, et retenez ça, mais bien ce qui menace tout le processus de construction du sens et des valeurs, et même celui de l'existence. Donc pour vous orienter dans la technique du trauma, dites-vous bien que le trauma va toujours beaucoup plus loin qu'il n'en a l'air. C'est-à-dire que ça défait, c'est un petit peu, vous savez, un petit peu comme après les tremblements de terre, la maison a l'air très bien, puis vous la poussez et tout s'écroule. Eh bien, les sujets, c'est pareil. Tout a l'air très bien, et puis vous les poussez et tout s'écroule parce que tout leur monde, toute leur existence est détruite. Et même Kroc peut dire le trauma n'est pas seulement effraction, invasion et dissociation de la conscience, il est aussi déni de tout ce qui était valeur et sens, et il est surtout perception du néant mystérieux et redouté, ce néant dont nous avons l'entière certitude qu'il existe inéluctablement, mais dont nous ne savons rien et que nous avons toute notre vie nié passivement. Donc retenez, le trauma, c'est l'expérience du néant. Et c'est pas si courant que ça. Il faut remarquer que dans la perspective de ces auteurs, cependant, ce néant est un peu ramené au réel de la mort. Ils insistent beaucoup sur le fait que c'est des gens qui ont traversé la mort, vu des morts, etc. On peut se dire que c'est pas forcément vrai, parce que par exemple, quand vous êtes médecin, si vous êtes cancérologue, vous passez votre temps à fréquenter les morts, à croiser des morts, à voir des gens mourir, et ça n'a pas du tout le même effet que quand c'est au cours d'une catastrophe ou d'une guerre. Donc c'est pas exactement la mort, c'est en effet quelque chose du néant. Parce que la mort en médecine, par exemple, pour un médecin, c'est pas tout à fait le néant. C'est un phénomène clinique. Là, c'est la mort qui n'est pas un phénomène clinique. Donc il ne faut pas confondre le traumatique et le traumatogène. Ceci explique en particulier les résultats particuliers retrouvés chez des populations ayant traversé des situations d'une horreur totale. Parce qu'il y a un autre malentendu qu'on ne comprend pas bien, c'est que, a priori, la théorie du PTSD, c'est vous avez vécu un traumatisme, donc vous êtes traumatisé. Eh bien, les enquêtes contemporaines s'aperçoivent que c'est une construction. Et qu'il y a des enfants et des adultes qui ont traversé des horreurs absolues, par exemple au Rwanda, et qui, ma foi, ne présentent pas de syndrome traumatique. Alors, ce n'est pas le cas le plus fréquent, mais on n'explique pas pourquoi certains vont présenter des syndromes traumatiques. D'autres, et pourquoi d'autres non. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'hypothèse d'un défaut de sens ou de représentation est une hypothèse rassurante. Comme je vous le disais tout à l'heure, le trauma porte une menace sur l'ordre symbolique, sur l'ordre du monde tout entier, et spécialement dans les névroses traumatiques. Et aussi, c'est ce qui fait la modernité du trauma. Parce qu'au fond, il est évident que dans un monde où tout est bouleversé, et tout l'ordre symbolique semble menacé, il est tout à fait normal que tous se sentent traumatisés. Et inversement, tous les traumatisés auront tendance à percevoir le monde comme quelque chose de néantisé, détruit, sans ordre,
et menaçant. C'est pour ça que le